agendas bilatéraux. Et de fait, ces différents enjeux de court terme, de crise, de gestion de crise, ne doivent pas nous empêcher de nous préoccuper des différents enjeux de long terme, et notamment sur l'architecture de sécurité de notre Europe. Et nous le faisons singulièrement tous les deux sous l'autorité du chancelier et du président de la République depuis maintenant plus de 2 ans. Discours du président de la République à la Sorbonne, et d'ailleurs, il y a de cela quelques mois, tracer des perspectives importantes en matière de sécurité, avec des formules, prises de parole assez fortes en disant qu'effectivement notre Europe ne pouvait pas déléguer sa stratégie industrielle à la Chine, ne pouvait pas déléguer sa stratégie, comme ce fut le cas parfois énergétique, à la Russie, et ne peut pas complètement déléguer sa sécurité aux États-Unis. Nous sommes ici dans l'hôtel de Brienne, donc évidemment ces mots ont résonné de manière particulière au regard de la vision gaulliste que nous défendons ici, en tout cas que je défends sous l'autorité d'Emmanuel Macron depuis maintenant 3 ans, et au fond, le président Macron l'a rappelé ce matin, après avoir eu le chancelier Scholz au téléphone dès les premières heures de la matinée, et il a rappelé au Conseil des ministres que nous avions à l'Élysée à 10 heures, qu'au fond il ne fallait pas tomber dans un nationalisme stérile d'un côté, et encore moins dans un transatlantisme béat de l'autre. Et c'est au fond le chemin et la ligne de l'autonomie stratégique européenne en matière de sécurité et de défense que nous cherchons à défendre depuis maintenant plusieurs mois. Et donc, évidemment, cette rencontre de ce soir nous a permis de jalonner différentes étapes dans les prochaines semaines, de regarder non seulement les conclusions électorales américaines, mais aussi les conclusions électorales européennes. Nouveau Parlement européen installé depuis le mois de juin dernier, nouvelle Commission européenne, nouveau haut représentant pour les politiques extérieures et les politiques de défense, et donc essayer de faire converger dans ce couple franco-allemand, dont on dit parfois beaucoup de choses, mais sur lequel à chaque fois nous tentons, vous et moi, d'avoir des résultats concrets, de tirer un certain nombre de conclusions et de dégager des nécessités. La première nécessité, ça ne surprendra personne, c'est de continuer à nous réarmer. Et je le dis devant les nombreux parlementaires qui sont ici présents, la programmation militaire doit être respectée. Cette enveloppe historique de 413 milliards d'euros fait l'objet d'un respect dans la copie que le gouvernement propose à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et quelles que soient parfois les difficultés politiques intérieures que nous pouvons rencontrer, je n'en dirai pas plus, il y a quelque chose qui doit évidemment transcender les différents clivages politiques. C'est bien sûr notre sécurité collective et notre défense, et donc le respect de cette programmation militaire est un impératif, sachant que nous le savons tous, c'est un socle, et que derrière, évidemment, peut-être qu'il nous faudra reprendre un certain nombre de décisions dans les années qui viendront. La deuxième nécessité, c'est comme membre de l'OTAN, même si la France a toujours un positionnement un peu à part au sein de l'Alliance Atlantique, par notre autonomie, par les décisions qui ont pu être prises par le général de Gaulle, par les spécificités qui tiennent à notre dissuasion nucléaire, mais enfin, c'est quand même de participer aussi à un renforcement global de l'Alliance, notamment en remplissant les objectifs de contribution et de ces fameux 2% du produit intérieur brut, mais qui au fond ne sont jamais qu'un jalon, et qui doit surtout, me semble-t-il, Monsieur le Ministre, cher Boris, se transformer dans les années qui vont venir en contribution militaire réelle. Il faut expliquer à nos populations que l'OTAN, ce n'est pas qu'une alliance politique, c'est une alliance militaire dans laquelle chaque pays met à disposition des troupes, des bateaux, des avions, et que ce sont ces bateaux, ces troupes et ces avions qui participent à la mise en œuvre des plans de défense des pays membres de l'Alliance, avec la solidarité qui va avec. Ce ne sont pas les courbes budgétaires ou les tableaux de chiffres qui protègent, qui dissuadent et qui défendent, c'est bel et bien les contributions militaires réelles. Et ça, c'est un thème que nous allons de plus en plus mettre sur la table, nous Français, au sein de l'Alliance Atlantique, c'est quelles sont vraiment les contributions de chacun et quels sont les objectifs à remplir pour être capable d'assurer et d'assumer ces différentes missions de protection et de défense. La troisième nécessité, évidemment, et nous en avons parlé à de nombreuses reprises, c'est de faire en sorte que notre Union européenne, parce que c'est un marché intérieur, soit en capacité justement de mieux protéger nos industries de défense et de mieux permettre ce réarmement. Et ça, je rentre dans ma troisième année comme ministre des Armées, et je le dis souvent, il y a 3 ans, nous passions du temps à Bruxelles pour essayer de repousser des initiatives de taxonomie, c'est-à-dire en clair de la fiscalité ou des contraintes sur les différentes industries d'armement, considérant au fond que produire des armes, c'était sale et que ce n'était pas forcément prioritaire.
3 ans plus tard, c'est un peu le schéma inverse. Parfois, nous nous faisons un petit peu enguirlander, Monsieur le Ministre, en disant mais pourquoi les industries de défense ne produisent pas plus vite? Il faut mettre plus d'argent pour transformer leur système de production, composer les stocks, investir en matière d'innovation. On voit bien en 3 ans, pour le coup, qu'il y a un changement de mentalité, un changement culturel qui a été là, mais enfin encore faut-il qu'il s'inscrive dans la durée. En cela, le commissaire Breton a accompli un travail remarquable pendant toutes ces années à Bruxelles, pour nous permettre d'acheter en commun, pour nous permettre de financer des structures de production. Et ça, c'est un socle. C'est pas du tout un point d'atterrissage, c'est un juste point de démarrage. Et évidemment, ça doit se faire en respectant les différentes souverainetés de chaque État membre, parce que la défense est évidemment un sujet de souveraineté, et chaque État-nation doit rester maître, évidemment, de ses choix en la matière. Mais enfin, dès lors que nous sommes un marché commun, en matière de règlement, de fiscalité, de normes, on sait à quel point c'est un sujet, nous devons aller beaucoup plus loin, et nous le disons d'autant plus que, et Allemagne et France, nous sommes 2 grands pays ayant de belles industries de défense, parfois complémentaires, parfois concurrentes, mais qui ont vocation à être de plus en plus complémentaires parce que le contexte international sera de plus en plus agressif, et donc il en va aussi de l'avenir des emplois industriels en matière de défense, en Allemagne comme en France, dans les 10 ans qui viennent, les 15 ans qui viennent, les 20 ans qui viennent, les 30 ans qui viennent. Et donc, évidemment, il n'y a pas d'autonomie en étant dépendant d'un continent voisin, et même quand ce continent est un continent ami. Et ça, c'est évidemment la feuille de route sur laquelle nous continuons d'avancer, en faisant en sorte toujours que l'argent du contribuable européen soit bien dépensé au profit d'industries européennes. Et là aussi, nous avons eu des initiatives importantes en commun sur le sujet. Nous ne partons pas tous du même point de départ, du même constat. C'est un travail d'unification des positions européennes. Il prend du temps, mais nous allons évidemment y arriver. Et puis enfin, évidemment, c'est capable de se dire que des armes de demain doivent être faites ensemble. L'avion du futur, le successeur lointain du Rafale, qu'on appelle le SCAF, le MGCS, qui est au fond le char du futur, qui n'est pas complètement le successeur du char Leclerc français, qui n'est pas non plus complètement le successeur du char Léopard allemand, mais de se dire dans les années 2040, 2050 et suivants, faut-il encore que nous ayons des systèmes d'armes qui soient à ce point différents entre les différents pays d'Europe. Pour ça, nous avons pris sous l'autorité du président de la République un certain nombre de décisions en la matière, et là aussi, il nous appartient, parce que c'est notre responsabilité historique, de faire avancer ces dossiers. Et enfin, 4e nécessité, évidemment, c'est que ce duo franco-allemand doit se montrer particulièrement ouvert. Alors, ouvert avec la nouvelle administration américaine, choisie par le peuple américain, en remerciant d'ailleurs l'action de Lloyd Austin, le secrétaire d'État à la Défense américain, avec lequel nous avons travaillé, toi et moi, pendant de nombreuses années, y compris sur la gestion des crises proches au Moyen-Orient et de l'Ukraine, mais aussi ne pas se replier sur nous-mêmes en oubliant celles et ceux qui ont parfois quitté l'Union européenne. Je pense à la Grande-Bretagne depuis le Brexit. Vous avez mené des discussions récemment de manière bilatérale entre Berlin et Londres. Nous avions nous-mêmes des traités anciens comme le traité de Lancaster House. Mais désormais, on doit justement faire vivre au fond le caractère multilatéral de ces réflexions. N'oublions pas d'autres pays comme la Moldavie, dont on a suivi récemment les élections avec les différentes ingérences russes qui ont pu être documentées dans la vie intérieure de la Moldavie, donc on sait que c'est un pays où nous sommes proches, sur lequel nous ne pouvons pas nous désintéresser. Puis évidemment, continuer de tenir nos agendas en matière de sécurité collective. C'est vrai du soutien à l'Ukraine, nous serons amenés à en reparler dans un autre format, mais je te laisserai en dire un mot dans un instant, dans des formats aussi de communauté politique européenne, qui avait été largement d'ailleurs initiée par Emmanuel Macron en son temps, et qui permet d'avoir une vision beaucoup plus globale que l'Union européenne, d'avoir une vision continentale des questions de sécurité, sans oublier évidemment l'actualité au Proche et au Moyen-Orient, avec la défense des décisions des Nations Unies, dont la 1701 et la FINUL, dont l'Allemagne est un grand contributeur dans sa composante maritime, la France un grand contributeur dans sa composante terrestre. Tout cela forme un tout, toute détermination, une volonté politique, et c'est ce que nous avons voulu réaffirmer dans des mots simples ce soir par cette déclaration de presse. Monsieur le ministre, mon cher Boris, tu es chez toi. Bien, vielen Dank, merci beaucoup. Permettez-moi, s'il vous plaît, de dire que je suis, comme toujours, très content d'être ici à Paris et de travailler avec toi, cher Sébastien.
être à Paris et en France parce que vous êtes notre plus importante partenaire. Je suis très heureux que nous avons l'occasion de continuer notre Kollaboration. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin sehr dankbar, Sebastian, dass du heute Morgen auf meinen noch beim Frühstück abgesetzten Vorschlag sofort aufgegriffen hast, dass wir uns heute in Paris treffen. Wir haben uns das aufgeteilt. Sebastian hat gerade über einen Teil des Inhalts unserer Gespräche berichtet. Ich mache das über einen anderen. Wir haben also, wie gesagt, uns verabredet, so wie wir das in den letzten 1,5 Jahren immer wieder getan haben, kurzfristige Treffen arrangiert, telefoniert, geschrieben, um schnell zu Ergebnissen zu kommen, schnell uns abzustimmen, schnell auf den gleichen Stand zu kommen. Das war und ist sehr erfolgreich und sehr zuverlässig und freundschaftlich, wofür ich sehr dankbar bin, weil, und das ist dann eben auch mit Anlass eines solchen Gesprächs wie heute Abend hier in Paris, in Zeiten wie diesen, die ohnehin schon unruhig sind und Herausforderungen stellen, das wird ja niemand bestreiten, dass dann eben ein neuer amerikanischer Präsident gewählt wird, dessen politische Perspektiven andere sind als die seiner Vorgänger oder seiner Konkurrentin, und dass wir damit umgehen und dass wir uns als Europäer darauf einstellen, aber nicht im Sinne von, wir hätten irgendetwas gut zu machen, sondern um zu unterstreichen, wer wir sind und woher wir kommen und welche Anstrengungen wir bereits unternehmen. Und Sebastian hat das 2%-Ziel angesprochen. Das 2%-Ziel ist ein wichtiges Ziel, keines, das von Donald Trump erfunden worden ist, nicht mal von Barack Obama. Von Barack Obama ist es in die Welt gesetzt worden in Wales, da seinerzeit beim NATO-Gipfel. Und wir sind immer wieder zu Recht darauf hingewiesen worden, dass wir als Europäer mehr tun müssen, wenn es um unsere Sicherheit geht. Und inzwischen tun wir das. Wir tun das alle. Wir sind alle 31 Nationen erfüllen inzwischen das 2%-Ziel oder sind kurz davor. Das hätte vor 4 Jahren niemand für möglich gehalten. Und deswegen sind wir sehr gut aufgestellt als Europäer. Und gleichzeitig wissen wir, dass wir als europäische Mitglieder der NATO, und das gilt sowohl für die EU-Mitglieder in der NATO als auch für das United Kingdom, dass wir gefordert sind, weiterzumachen auf diesem Weg. Denn auch das haben wir mehrmals betont, vor der Wahl, immer wieder schon und auch in den letzten 1,5 Jahren insgesamt, ganz egal wer im Weißen Haus die Wahl zum Präsidenten in den USA gewinnen würde, in jedem Fall würde sich die Aufmerksamkeit der Vereinigten Staaten von Amerika geopolitisch mehr verschieben Richtung Indo-Pazifik. Das ist keine Überraschung, das wird passieren, das muss passieren. Und in dem Maße, in dem sich unsere amerikanischen Partner und Freunde dort mehr engagieren, werden sie im Zweifel weniger machen können zur konventionellen Verteidigung in Europa. Und in diese Lücke müssen wir schließen, um glaubhaft zu bleiben in der Abschreckung, um die es ja vor allem geht. Ich will an dieser Stelle zunächst einmal auch von hier aus noch einmal herzlichen Glückwunsch nach Washington sagen an den gewählten Präsidenten Donald Trump. Wir sind Transatlantiker, wir wissen um die Bedeutung des euro-transatlantischen Bündnisses, aber auch der Zusammenarbeit darüber hinaus. Wir wissen, dass die geopolitischen Herausforderungen der Zukunft, ganz gleich welche man in den Blick nimmt, nur lösbar sein werden, wenn die großen Räume des euroatlantischen Raumes zusammenstehen und dafür Sorge tragen, im Wege der Wahrung und des Schutzes des internationalen Rechts, des Völkerrechts, dass der freie Handel gewahrt bleibt, dass die Sicherheit der Meere gewahrt bleibt, dass wir uns frei bewegen können auf dieser Welt, die unser aller Welt ist. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir zusammenstehen, sei es im Umgang mit China, sei es im Umgang mit dem Iran und erst recht im Umgang mit Russland. Von daher bin ich sehr froh, dass wir heute wieder einmal ein außerordentlich offenes, freundschaftliches Gespräch geführt haben. Wir wissen um unsere Sicherheit, wir wissen um die Notwendigkeiten, vor denen wir stehen. Und der Krieg, den Putin jetzt im 3. Jahr führt gegen die Ukraine, macht uns immer wieder deutlich, dass wir uns keine Fähigkeitslücken erlauben können in unserer Verteidigungsfähigkeit in Europa. Und deswegen betone ich das deshalb nochmal. Die Diskussion um die 2% sind das eine. Wir wissen alle, dass die 2% im Zweifel auf Sicht nur die Untergrenze sein können. Aber mindestens genauso wichtig ist, dass wir unser Augenmerk darauf richten, was machen wir mit den 2%?
Also es geht um Fähigkeiten, es geht um Verteidigungsfähigkeit, es geht um Kriegstüchtigkeit unserer Teilstreitkräfte, es geht um Ergänzung unserer Fähigkeiten, so wie Sebastian es gesagt hat. Wir müssen nicht alle alles gleichermaßen gut können. Da, wo wir uns ergänzen können, müssen wir uns ergänzen. Und das adressiert sich natürlich dann auch auf die Europäische Union. Wenn wir über die Union sprechen und den Verteidigungskommissar. Wir haben uns verabredet, dass wir gemeinsam einen inhaltlich gewichtigen Beitrag liefern wollen für das Weißbuch Verteidigung, um deutlich zu machen, Deutschland und Frankreich als der deutsch-französische, französisch-deutsche Motor spielt eine Rolle und was wir sagen, hat Bedeutung, weil wir die größten Volkswirtschaften in Europa sind. Diesen Beitrag werden wir leisten, schon in kurzer Zeit und gleichzeitig wissen wir, wir sind zwei Player. Wir sind nicht alleine in Europa, Gott sei Dank. Und wichtig ist zum Beispiel, dass wir Polen mit im Fokus behalten. Gerade Polen als das größte Land in Osteuropa in der NATO spielt eine zentrale Rolle für unsere Bemühungen. Genauso wie das United Kingdom oder eben Italien. Und deswegen war dies jetzt unser Arbeitsgespräch heute Abend hier in Paris. Leider muss ich gleich wieder zurückfliegen, kann nicht noch einen Abend in Paris bleiben. Aber es ist nur der Aufschlag. Wir werden in Kürze, innerhalb der nächsten 2 Wochen, das ist jedenfalls das Ziel, unsere Kollegen aus London, Warschau und Rom nach Berlin einladen zu einem Fünfertreffen, um genau diese Fragen, über die wir heute einmal vorbesprochen haben, dann eben auch in einem größeren Kreis zu sprechen. Es geht um die Frage Multilateralismus, es geht um die Frage, wie stellen wir uns auf in dieser Weltordnung als Europäer. Wir müssen unsere Souveränität stärken, wir müssen unsere Geschlossenheit stärken, das gilt einmal mehr in diesen Zeiten. Das setzt voraus, dass wir Egoismen zurückstellen, sei es politisch oder industriell. Wir müssen zusammenrücken, um unsere Stärke wirklich in voller Kraft entwickeln zu können. Darauf wird es in Zukunft noch mehr ankommen als in der Vergangenheit. Und gleichzeitig werden die Vereinigten Staaten von Amerika ein wichtiger Partner für uns bleiben. Das kann gar nicht anders sein. Ich bin in regelmäßigem Austausch mit Abgeordneten beider Häuser, bei der Münchner Sicherheitskonferenz, bei meinen Besuchen in den USA. Und das wird auch so bleiben, weil wir überzeugte Euro-Transatlantiker sind und weil wir wissen, wo die Bedrohung herkommt und wie wir uns hier entgegenstellen müssen. Wir brauchen diesen Zugang, wir brauchen die Verabredung, genau auch mit Blick auf Russland, China, den Iran und anderes. Wir sind Partner in Europa, wir sind aber auch Partner im Indo-Pazifik. Und das kann man nicht oft genug unterstreichen, denn wir vertreten dort gemeinsame Interessen, unter anderem, wie ich schon gesagt habe, im Sinne des freien Handels. Gleichzeitig halten wir mit der Rapid Deployment Capacity eine wichtige, hoch ausgebildete Einsatzbereitschaft vor. Die ist sehr wichtig. Auch hier werden wir weiter vorangehen und wir werden natürlich uns weiter beschäftigen müssen mit der Unterstützung für die Ukraine. Wie geht es weiter? Wer führt? Wer kann was liefern? Die Ukraine braucht weiter unsere Unterstützung. Die militärische Lage ist alles andere im Augenblick als Hoffnung machen. Und ja, wir haben unglaublich viel erreicht in Europa, aber wir müssen noch einiges mehr tun, um Europa so aufzustellen, dass wir die nächsten Jahre gut bewältigen können. Und dazu gehört, und davon bin ich zutiefst überzeugt, insbesondere die Geschlossenheit zwischen Deutschland und Frankreich. Wir sind, wie gesagt, nicht alleine, aber unsere Geschlossenheit ist beispielgebend für andere und ist Anreiz für andere, sich uns anzuschließen, und darauf wird es ankommen. Und für die Europäische Union gilt das Gleiche. Wir brauchen Geschlossenheit und wir brauchen klare Marschziele, klare Ansagen, wohin wir wollen. Und dann müssen wir die Ziele auch gemeinsam ins Visier nehmen und sehen, dass wir das alles erreichen, was wir uns vorgenommen haben. Denn die europäische Freiheit, die europäische Sicherheit, die Freiheit unserer Völker gilt es für sich, aber auch aller Europäerinnen und Europäer hängt daran, wie sehr wir in der Lage sind, aber auch willens sind, sie zu verteidigen, und das glaubhaft. Da wir die größte Bedrohung gerade haben für den euro-transatlantischen Raum, die in Moskau sitzt, das muss man leider einmal immer noch wieder in Erinnerung rufen, wird es darauf ankommen, dass wir uns stark aufstellen, geschlossen aufstellen und keinen Zweifel daran lassen, dass wir unsere Freiheit und unsere Demokratie zu verteidigen bereit und in der Lage sind. Danke.
Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur le ministre Chaboris. Malheureusement, on ne peut pas prendre de questions au regard du délai qui est le nôtre. On aura l'occasion de revenir devant la presse prochainement, donc je suis vraiment désolé. Je remercie vraiment les parlementaires des deux commissions de la Défense d'être présents, des groupes d'amitié entre la France et l'Allemagne, de leur présence et de leur fidélité. Monsieur le ministre Chaboris, mesdames et messieurs, merci.